Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre Talk with AFG qui a pour thème décrocher l'emploi de ses rêves. Je suis Anne-Déborah Kwame, votre humble guide tout au long de la discussion. Et je ne suis pas seule, je suis avec notre expert RH, Monsieur Richard Enda. Il aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Bonjour Monsieur Enda. Bonjour Anne-Déborah. Ok. Nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes dans la première semaine du mois de mai et le 1er mai était désigné comme journée de la fête du travail. Et toujours dans cette mouvance, nous avons décidé de faire une discussion qui vous intéresse, sur un sujet qui vous intéresse, mais qui nous intéresse également, à savoir décrocher l'emploi de ses rêves. Avant de commencer, j'aimerais notifier que nous sommes en live, donc vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous allons prendre un grand plaisir à vous répondre à la fin de la discussion. Donc, Monsieur Enda, est-ce que vous voulez bien vous présenter à notre audience? Qui êtes-vous? Richard Enda, responsable formation et développement des ressources humaines chez AFG Holding. Donc, peut-être il faut présenter l'entité. AFG Holding est une holding financière panafricaine qui opère sur plusieurs espaces, donc principalement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'océan Indien, bien sûr avec sur ces mêmes zones une bonne dynamique de développement et sur différentes zones d'ailleurs. Voilà, j'interviens sur toutes les scopes donc du développement des ressources humaines et de la formation un peu partout en Afrique. On peut dire que c'est très complet comme présentation. Hein. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Décrocher l'emploi de ses rêves. Donc, c'est quoi un métier de rêve? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'on peut attribuer à un métier de rêve? D'accord. Alors, le métier de rêve, déjà, je ne vais pas dire que c'est subjectif, mais c'est très personnel. Alors, le métier de rêve, pour moi, s'il faut donner vraiment une réponse qui est très concrète, c'est celui qui pourrait nous emmener au plein accomplissement. Donc, au plein accomplissement au niveau professionnel, au plein accomplissement social et au plein accomplissement personnel, globalement. Donc, c'est vraiment celui pour lequel on serait fier de se lever tous les jours et d'y mettre la force nécessaire afin de faire croître quelque chose dans notre périmètre d'action, dans notre environnement, tout en gardant justement cette dynamique, sinon cette inspiration, cette volonté de faire, cette volonté d'action. D'accord. Moi, je retiens plein d'accomplissement. Donc, on est dans un contexte bien précis. Nous sommes en Afrique. Nous savons que la plupart du temps, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui recherchent un job alimentaire parce que on veut bien parler de métier de rêve, mais il y a les réalités de la vie, il y a le coût de la vie qui est cher et tout. Donc, est-ce que ce n'est pas une utopie, un rêve, de parler de métier de rêve en Afrique? D'accord. Je pense, Anne-Déborah, que le métier de rêve en Afrique et partout ailleurs existe. Si tant est que le rêve, déjà, on le conçoit personnellement, et donc ce métier de rêve-là, on peut le façonner à sa façon. Ou sinon, on peut vraiment... C'est un choix personnel, en fait. On peut le concevoir personnellement. Donc, que ce soit dans l'environnement africain ou un peu partout ailleurs, comme je l'ai dit, le métier de rêve existe. Si pour si peu, il répond justement à nos besoins personnels. Il arrive justement à répondre à tout ce qui est question d'épanouissement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le plein épanouissement. On peut, dans tous les secteurs, dans tous les cœurs de métier, trouver justement le métier de rêve et s'y adonner passionnément. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'on construit ou bien c'est quelque chose auquel, au bout d'une simple réflexion, on peut trouver? Oui, ça se construit. Ou sinon, le métier de rêve en lui-même se construit. Bien sûr, il se construit également sur des éléments factuels, parce qu'il ne faudrait pas que le rêve en lui-même soit irréaliste. Voilà. Il faut qu'il soit assis sur des bases concrètes, sur des bases factuelles. Peut-être qu'on pourra y revenir en parlant justement de bilan de compétences, de plan de carrière et tout ça. Mais sinon, oui, ça doit être quelque chose de factuel. M'arracher les mots à la bouche, parce que justement, ma prochaine question concerne le plan de carrière. Justement, dans ce cheminement pour trouver son métier de rêve, est-ce qu'il n'y a pas une préparation à faire en amont?
Je sais que ça pourrait être l'objet d'un webinaire tout entier. Hein. C'est ça. Et peut-être bon, on vous invitera ou on ne sait jamais. Merci d'avance. Donc, pour vous, comment définir son plan de carrière? Est-ce qu'il y a des méthodes types que vous utilisez vous, au niveau des ressources humaines? Alors, déjà, peut-être on va parler pour nos followers, hein, ou pour celles et ceux qui nous suivent sans forcément faire un focus RH. Donc, comment définir son plan de carrière? Déjà, ça suit une suite logique en termes de méthode. Il faut faire, je l'ai dit tantôt, une sorte de bilan de compétences. Okay. Pour parler de façon très terre à terre et pour être très direct, voilà ce que je sais faire. Donc, je suis bon en communication. À l'école, j'ai fait un peu de marketing. Dans la vie active, peut-être dans une vie associative, quelque chose, j'ai fait tel élément, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut lister tout ce qu'on sait faire. Sur la base de ce qu'on sait faire, il y a ce qu'on veut faire. Bon, déjà, il y a ce qu'on peut faire. Il y a ce qu'on veut faire. On énumère justement tout ça. Donc, j'ai appris tel, je sais faire tel, j'ai telle aptitude pour moi, donc personnelle. Voilà ce que voilà, l'environnement, sinon tout l'éventail du secteur de l'emploi me propose. Voilà ce vers quoi je peux m'avancer. Naturellement, il faut que les deux corrélèrent. Donc, il faut qu'il y ait en termes de formation, il faut qu'il y ait en termes d'aptitude, il faut qu'il y ait des corrélations. Quand on a identifié tout ça, il faut s'assurer de pouvoir se dire que graduellement, on va gravir les échelons pour arriver au top niveau. Donc, on a notre bilan de compétences, on a des éléments de base pour nous. On met sur une sorte d'échelle, si je puis le dire ainsi, les différentes étapes ou les différents paliers à gravir pour justement arriver au top niveau, celui pour lequel on sera au plein accomplissement. Et on s'y adonne, mais chaque jour pour pouvoir, voilà, petit à petit, gravir ces échelons. Et naturellement, si je puis continuer, c'est justement à cette suite logique-là que va répondre un plan de carrière, comme on le disait. D'accord. Donc, j'aimerais préciser que vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions dans la barre de commentaires. Donc, en fin de discussion, nous allons prendre plaisir à vous répondre. Donc là, je vois qu'on parle de métier de rêve. Mais avec toute cette logique, cette organisation, cette stratégie, limite, on comprend que ce n'est pas un hasard, ça ne tombe pas, c'est vrai que c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve couché dans son rêve comme ça. Du coup, je passe à la prochaine question qui concerne le contexte professionnel actuel. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle qui vient révolutionner le monde du travail. Est-ce que pour tous les métiers en griffe, il n'y a pas des musts, des choses, des compétences qu'on doit absolument avoir pour pouvoir survivre dans tous ces changements-là? D'accord. Oui, tu fais bien de parler d'intelligence artificielle. Les études, ou sinon plein d'études, nous montrent que ce sont à minima 300 000 emplois qui vont disparaître. À minima 300 000 emplois. Disparaître, certains vont se réinventer, mais voilà, globalement. Est-ce qu'il y a des musts? Le principal, ce serait la capacité d'adaptation. Il faut pouvoir rester flexible et adaptable, donc ouvert à l'environnement, pour se rendre compte justement qu'il y a des évolutions, pour se rendre compte qu'il y a des changements, et pouvoir s'adapter vis-à-vis de ces changements-là. Et voilà, toujours s'inscrire dans la même lignée du métier de rêve. Parce qu'il n'est pas dit, et je suis vraiment contre ça, contre la théorie de l'inertie, ou sinon, voilà, le fait de rester voilà, à un même positionnement. Il n'est pas dit que ce dans quoi on exerce ne va pas évoluer. Même si en termes de pratique, ça n'a pas évolué, c'est les mêmes pratiques, mais après en termes d'outils, on a de nouveaux éléments qui peuvent apparaître. Donc la question de l'adaptabilité, sinon de l'adaptation, reste mais vraiment le must des must, si je puis le dire ainsi. Et là, on retient une compétence. Donc c'est une compétence à part entière, l'adaptation. C'est une compétence, mais qui englobe beaucoup de choses. Vous savez, quand vous restez flexible et adaptable, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ouvert au monde. Quand vous êtes ouvert au monde, vous vous laissez, je ne dirais pas influencer, mais vous laissez venir à vous l'information. Vous laissez venir à vous l'information et vous vous adaptez en fonction. Et du coup, vous vivez en fait dans l'air de votre temps. Vous évoluez.
entretien adaptation. Donc, nous avons défini le métier de rêve. Maintenant, nous allons aller dans une phase plus pratique. Comment on va le décrocher, ce métier de rêve-là? Donc, Monsieur Enda, nous savons tous que la plupart du temps, quand on veut avoir un poste, il y a des étapes. Il y a l'entretien d'embauche, mais avant même d'arriver à là, il y a le CV, il y a la lettre de motivation. Donc, ma première question, elle va dans le sens de la lettre de motivation. C'est quoi une bonne lettre de motivation? J'imagine que vous recevez des tonnes de lettres de motivation par jour, de dossiers. Donc, qu'est-ce qui fait que vous regardez celle-là plutôt que celle-là ou ce candidat-là plutôt que celui-là, juste à partir de la lettre de motivation? D'accord, donc sur la base de la lettre de motivation. Bien. Ce qu'il faut savoir de base, c'est que ça reste une pratique, mais qui aujourd'hui dans notre environnement est peu courante. Mais ça reste une pratique. Demandez la lettre de motivation. Donc, comment rédiger une bonne lettre de motivation? Bon, déjà, c'est une lettre. Donc, qui répond à certains codes et exigences, donc l'entête, voilà, les contacts, les informations, le destinataire, l'objet. Après, dans l'écriture, dans le développement même du speech qu'on pourrait inscrire sur la lettre de motivation, il faut pouvoir au maximum rédiger 3 paragraphes. Voilà ce qui est recommandé, voilà ce qui est requis. 3 paragraphes. Les 3 paragraphes doivent répondre à la logique du vous, moi et nous. Je m'explique. Dans le vous, on va aller justement présenter le cadre général dans lequel l'entreprise se situe ou s'est positionnée pour lancer justement l'annonce d'offre d'emploi à laquelle on répond. Donc voilà, vous avez émis telle annonce à partir de telle plateforme, vous êtes telle institution, je sais que vous avez telle propension de développement et je m'inscris parfaitement dans cette dynamique. On va donc arriver au mois. Donc dans le mois, on va brièvement se présenter. Il ne faut pas oublier qu'à la lettre de motivation, on va y joindre un CV qui sera un peu plus détaillé. Donc on va brièvement se présenter en quelques lignes, donc sur le même paragraphe, on va se présenter. Mais présenter, là, rester focus sur les réalisations et les missions. Donc, j'ai telle compétence mise à disposition dans tel et tel type d'environnement. J'ai pu découvrir, sinon j'ai pu évoluer vers tel et tel type de maîtrise de compétences, tel et tel, où j'ai pu faire avancer telle entité sur tel et tel élément. Peut-être que ça répond idéalement à votre secteur d'activité. J'entends parce que je veux découvrir de nouveaux éléments, ce qui revient habituellement, donc de nouveaux challenges. Peut-être parce que je veux contribuer, comme c'est le cas chez FG Holding, à une mission de construction. Peut-être parce que, voilà, c'est le cas. Donc là, on est dans la notion du moi. Et après, terminer avec le paragraphe du nous. Expliquer clairement, en termes de synergie, ce que l'entreprise a défini donc, comme besoin sur la position pour laquelle on candidate, et ce que nous, on a comme compétences pourrait avoir ensemble. Donc, qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble? C'est vraiment ça. Le vous, le moi, le nous, avant de terminer par la formule de politesse, et puis justement en dessous, signer la lettre. J'ai parlé tantôt de l'objet. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire comprendre à tous nos followers, c'est que quand on candidate, déjà l'entreprise, elle fait du business. Elle fait du business et par derrière, c'est vrai qu'elle a une mission sociale, mais sur les questions d'emploi, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est vraiment une relation entre deux parties prenantes, employeur et employé. L'entreprise, je le dis, vraiment pour avancer sur la notion de toute entreprise n'est pas forcément là pour donner. Donc, on ne va pas s'inscrire en tant que demandeur. On voit sur beaucoup d'offres, enfin sur beaucoup de lettres de motivation, demande d'emploi. Ce que je préconise quand voilà, j'ai vraiment l'opportunité d'accompagner certains jeunes ou certaines personnes, parfois même des cadres dirigeants, sur des thématiques, c'est de se positionner en tant qu'offreur de compétences. Donc, voilà, un des titres qu'on pourrait marquer en objet, ce serait offre de compétences. D'accord. Eh bien, j'espère que vous profitez de cette occasion-là parce que on a en face un expert
qui peut répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans la barre de commentaires. Donc, une fois qu'on a rédigé une bonne lettre de motivation, généralement, ça ne va pas sans le CV. Et souvent, le CV même va sans lettre de motivation. Souvent. Voilà. Donc, quels sont les éléments essentiels à retrouver sur un CV? Est-ce que déjà, visuellement, même, il y a des CV qui vous donnent envie de regarder plutôt que d'autres? Déborah, tu vois. D'accord. Alors, oui, c'est un fait. Oui, il faut pouvoir le dire. Parce qu'il y a une question d'attractivité par derrière. Mais il faut bien retenir que ce n'est pas le principal. Okay. Clairement, ce n'est pas le principal. Alors, le CV doit pouvoir répondre à plusieurs codes et exigences. Donc, naturellement, il faut pouvoir retrouver les questions de présentation de la personne qui soumissionne, ou sinon du candidat. Sur les éléments de présentation, voilà, on a certains éléments qui sont obligatoires. On a le nom, le prénom, l'identité, l'adresse mail, les contacts, etc., etc. On n'est pas forcément, et ça c'est vraiment selon différentes zones et selon différentes réglementations, on n'est pas forcément obligé de tout donner. Si tant est que certaines informations peuvent être source de discrimination et que la discrimination est une pratique, en tout cas en termes d'éthique, qui est prohibée dans un processus de recrutement ou dans l'analyse des candidatures. Bien. Donc, les éléments de présentation donc, du candidat. Après, un autre élément qui est très important et que souvent beaucoup omettent, c'est de titrer le CV. D'accord. Il faut pouvoir titrer le CV. Donc, mettre un titre, mais vraiment tout en haut, pour que là, tout de suite, de visu en 2-3 secondes, le recruteur sache exactement à quel type de profil il a affaire. Après, justement, il descend et il déroule la lecture, toujours en démarrant par la case de l'expérience professionnelle. Toujours. Excusez-moi, le CV, le titre du CV, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être directeur des ressources humaines ou manager des ressources humaines. Ça peut être brand manager. Ça peut être... le nom à côté quand même, parce qu'imagine que le recruteur a beaucoup de brand managers. Naturellement. Et tout ça, en passant en revue, je veux dire, c'est des informations qui doivent mais vraiment être facilement identifiables. Donc, ça peut être analyste conformité. Vraiment, le titre, parfois, ou sinon en général, lorsqu'on soumissionne à une offre bien précise, le titre de l'offre pour laquelle on candidate. Donc, comme je l'ai dit, brand manager, voilà, brand manager sur le titre. Après ces deux éléments, donc présentation et titre, on a parlé d'expérience professionnelle. Il faut pouvoir lister dans un ordre chronologique, donc en partant de l'expérience la plus récente jusqu'à celle qui est la moins récente, il faut pouvoir lister ces expériences professionnelles. En les listant sur chaque position, quand bien même on est dans la même entité, il faut pouvoir donner ne serait-ce que 2-3 missions ou sinon 2-3 réalisations. Après la case des expériences professionnelles, on souhaite voir la case de la formation. Donc toujours dans le même ordre, les éléments les plus récents vers les éléments les moins récents. Dans la formation, on peut avoir les éléments de formation initiale, donc la formation académique, ou on peut avoir les autres éléments de formation, les certifications. Tout ceci peut être rangé justement dans une rubrique formation, ou en faire voilà, 2 rubriques distinctes. Donc formation et certification. Les deux sont acceptables. Après les phases de formation, c'est de lister éventuellement les compétences. Il faut pouvoir lister les compétences. Donc, je suis brand manager. Voilà ce que je sais faire. Je sais faire du référencement. Je sais faire, voilà, maîtrise tout ce qui est notion d'image de marque. Je maîtrise tout ce qui est branding, bonne relation avec les AP, donc la relation publique, etc., etc. Il faut pouvoir lister tous les éléments de compétences. Après, revenir sur des notions, j'ai envie de dire, qui vont agrémenter le CV. Quelles sont-elles? Les activités extra-professionnelles. Toutes les activités extra-professionnelles. Les références professionnelles. Les connaissances et les compétences en informatique. Les compétences linguistiques.
Donc, si tant est qu'il faut mettre à côté déjà la langue maternelle et que vous comprenez au-delà d'autres langues, lister ces langues-là et puis mettre le niveau. Voilà globalement, si je puis citer quelques éléments. Et je souhaite vraiment insister sur la notion de référence professionnelle. Aujourd'hui, les entités mettent l'accent là-dessus parce qu'elles souhaitent justement toujours se rendre compte des notions de probité, des notions d'honnêteté, voilà, de plusieurs éléments, peut-être même de compétences des personnes qu'elles recrutent. Il est très important, peut-être je termine sur ça, de pouvoir adapter son CV selon l'offre pour laquelle on candidate. C'est-à-dire que si vous regardez voilà, des webinaires ou vous vous informez un peu sur Internet, on vous dira il faut toujours adapter son CV selon l'offre pour laquelle on candidate. C'est très important. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Vous savez, les RH, les recruteurs, ont des logiciels qui s'appellent des ATS. Donc ATS pour Applicant Tracking System. Donc ce sont des logiciels qui vont venir traquer sur le CV des mots particuliers que l'employeur recherche. Et du coup, si vous n'avez pas actualisé le CV en fonction du besoin très clairement exprimé par le recruteur, naturellement, vous pouvez avoir un très bon profil, mais votre CV ne sera pas retenu. Pour une offre, on peut recevoir pratiquement 3000, 5000 candidatures pour certaines positions. C'est énorme. C'est ça. Et peut-être en bout de chaîne, vous avez une ou que deux personnes qui doivent s'assurer de balayer, donc de relire tous ces CV. C'est chronophage et donc par derrière, voilà, il y a des outils qui permettent de faire. Il faut pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour justement, voilà, comme je dis, répondre au mieux aux exigences du recruteur. Voilà à quoi est-ce que pourrait répondre un bon CV. Donc, supposons qu'on a réussi à passer entre les mailles du filet, à travers toutes ces étapes que vous avez citées là. Notre CV est bon, notre lettre de motivation, top. Maintenant, on arrive à l'étape des entretiens. Voilà. Parce que tu peux avoir fait un bon CV, une bonne lettre de motivation, tout est joli. Maintenant, au niveau de l'entretien d'embauche, c'est notre réalité. C'est ça. Donc, selon vous, comment se préparer pour les entretiens d'embauche? D'accord. J'en identifie trois des phases de préparation. Donc, la phase avant, pendant et les phases post-entretien. Les phases avant, ce sont celles où on va candidater. On a parlé de la lettre de motivation, du CV. Déjà, il faut rajouter aussi qu'il faut donner un bon titre à ces différents fichiers-là. D'accord. Pour qu'eux aussi puissent passer les mailles de l'ATS, donc de l'Applicant Tracking System. Vraiment, c'est un logiciel et je préfère insister là-dessus. Il y a beaucoup qui diront « j'ai candidaté », mais le logiciel ou sinon on ne m'a pas retenu. Pourtant, j'estime être totalement en adéquation en termes de compétences pour ce poste. Il faut pouvoir répondre à ces questions. Donc, dans les phases préparatoires, s'assurer d'avoir le bon CV, la bonne lettre de motivation, toutes deux bien renommées. Il faut pouvoir s'assurer de prendre, déjà on va être contacté d'une façon ou d'une autre, par mail, par un appel téléphonique. Il faut pouvoir s'assurer de bien comprendre les informations qui nous seront communiquées. Le lieu à qui on a affaire. Il faut pouvoir même éventuellement poser des questions si on n'a pas correctement compris. Quand on sort de là, il faut pouvoir se renseigner sur l'entité qui va nous accueillir pour l'entretien. C'est là aussi un élément très important. On se renseigne parce qu'on va connaître le secteur d'activité. On va peut-être savoir, selon ce secteur-là et pour la position qui est ouverte, quelles pourraient être nos missions, avoir une claire vision des attentes justement du recruteur et pouvoir répondre au mieux aux questions lors des phases de l'entretien. Si éventuellement, parce qu'aujourd'hui, avec les politiques de promotion de PME, voilà, d'entreprises, on a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont naissantes, qui ne sont pas forcément toutes référencées, donc sur Internet, pas forcément. Il ne faut pas hésiter souvent à rappeler le numéro qui nous a invités à l'entretien. Il ne faut pas hésiter. Si vraiment on a tourné sur toutes les plateformes, parce qu'il faut le dire, les plateformes qui peuvent nous donner des informations, il en existe. Aujourd'hui, on a le must, si je dois reprendre ton terme, en termes de réseau social, LinkedIn, on retrouve de tout et on retrouve tout le monde. On peut faire une recherche. Si après vraiment,
Après avoir passé toutes ces étapes, on n'a pas trouvé quelqu'un qui bosse dans cette entreprise et auprès de qui on pourrait faire des prises de référence, parce que aussi, oui, le candidat peut faire des prises de référence. On peut rappeler le numéro qui nous a contacté pour prendre des informations. On se prépare, on prépare son speech. Au cours de l'entretien, il faut venir, bon déjà il y a des prérequis, il faut venir à l'heure. Selon le secteur d'activité, il faut avoir la tenue adéquate. En l'occurrence aujourd'hui, c'est ça, la tenue vestimentaire, la prestance, bon vraiment tout ce qui va avec. En l'occurrence aujourd'hui, nous sommes chez AFG Holding. Bon, AFG Holding, c'est le domaine de la finance. On n'a pas besoin forcément d'évoquer les codes vestimentaires existants dans la finance. Donc il faut pouvoir répondre à minima à ce genre d'éléments pour donner mais vraiment la première impression, la première bonne impression aux recruteurs. Il faut se préparer au moins à répondre à la question « Présentez-vous, parlez-nous de vous ». C'est vraiment, c'est oui en amont, mais voilà, pendant l'entretien, il faut déjà être préparé à ça. C'est vraiment la question qui va planter le décor, parce que à cette question-là, en général, peut-être juste 5 secondes là-dessus, en général, le recruteur n'a pas besoin de vous entendre réciter le CV. Il l'a déjà lu. Il sait qui vous êtes. C'est parce que justement le profil l'a intéressé qu'il vous a contacté. Là, il souhaite savoir les éléments que vous avez au-delà de tout ce qui est élément de synthétisation renseigné sur le CV. Donc, c'est vraiment de vous laisser 2-3 minutes pour aller un peu plus au-delà. Donc, se préparer à bien répondre à cette question-là. Il y a plusieurs tutos, plusieurs topos qu'on peut retrouver justement sur Internet pour répondre de façon optimale à cette question. Et puis après, c'est la suite logique. J'ai envie de dire, il faut l'apercevoir de façon décomplexée. Très décomplexé, très détendu. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est vraiment un jeu de questions-réponses à la suite duquel on pourra mesurer l'adéquation entre le besoin pour lequel l'entité recrute et les compétences du candidat. C'est que ça. Donc il faut retirer de son esprit les notions de questions pièges, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes les questions ont forcément une utilité dans l'entretien. Ça, c'était pendant, comme j'ai dit, bon, tout entretien a sa réalité, donc c'est vraiment de rester ouvert et laisser venir à soi toutes les questions, les recevoir, bien s'assurer de bien les comprendre, demander si on n'a pas compris, et puis répondre, voilà, telles qu'elles arrivent, de façon structurée. Après, pour les phases post-entretien, c'est justement d'assurer un certain suivi. On sort de l'entretien, on peut envoyer un mail de remerciement, un petit mail de synthèse, dire voilà ce que, à la sortie de notre entretien, j'ai compris de votre besoin. Je m'inscris totalement dans cette dynamique et je vous réitère ma volonté ma volonté d'intégrer l'entité et avancer avec vous. Donc le mail de remerciement, faire des pushs de relance, si on peut le dire, pour justement voir. Combien de temps, par exemple? Au bout d'1 semaine, 2 semaines, peut-être qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pendant l'entretien, en général vers les questions de fin, ou sinon voilà, vers la fin de l'entretien, on va toujours demander au candidat s'il souhaite poser des questions. Il ne faut jamais hésiter à poser des questions. C'est un élément qui d'ailleurs démarque les candidats. Et toujours également selon la teneur des questions qui sont posées. Parce qu'elles vont démontrer un réel intérêt pour le candidat à aller vers, ou sinon à comprendre au mieux la mission de l'entreprise, à l'épouser et justement à aller vers celle-ci. Donc justement sur la base des éléments qu'on a pu retirer, faire ce petit mail de synthèse, 1 semaine, 10 jours après, faire des pushs de relance, mail, appel téléphonique, voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais je pense qu'on peut y arriver quand on est déterminé. Voilà. C'est ça. Merci pour le mot. Donc, pour notre contexte, AFG Holding, qui est dans la finance, est-ce qu'aujourd'hui, avec le contexte professionnel dans lequel on est aussi, l'atmosphère dans laquelle on est, est-ce qu'il y a des métiers qui sont les plus demandés? D'accord. AFG Holding, bon déjà AFG Holding en construction, donc voilà, tout type de métier de la banque sont à staffer chez nous.
AFG Holding en construction. Je parlais dans la présentation tout ce qui est projet de nouvelles ouvertures à venir. Donc, naturellement, on a tout type de besoins dans la banque. Si peut-être la question s'étend, si elle s'étend vers les métiers de la banque qui sont les plus demandés, donc aujourd'hui, d'accord. Donc, les métiers qui sont les plus demandés, donc les métiers du futur. Aujourd'hui, il faut dire, et peut-être il faut délimiter aussi la question au contexte africain, il faut dire que dans l'économie africaine, on s'est bien rendu compte que la digitalisation restera un élément d'optimisation de la couverture du système financier sur toute l'étendue. Donc, c'est vraiment avec de très grandes et de très fortes notions de digitalisation que le système financier pourra couvrir tous les besoins. Regardez aujourd'hui l'essor du mobile money, par exemple. Alors, donc, le premier élément, sinon le premier cœur de métier, pour moi, qui sera vraiment le métier, ou sinon le secteur d'avenir, c'est le digital. Tous les métiers qui s'inscrivent dans le digital. Naturellement, ils vont permettre au système financier de continuer à connaître cette croissance, de continuer à connaître ce boom. Donc, si le système en lui-même a un boom, il faut pouvoir le baliser. Donc, les fonctions de contrôle. Les fonctions de contrôle. Risque, conformité, audit, lutte contre le blanchiment, sécurité financière, etc. Voilà des éléments qui vont eux aussi devoir s'adapter justement à cette évolution rapide de la finance dans nos secteurs. J'identifie cela. Et non sans délaisser les autres cœurs de métier. Naturellement, si cela évolue, les autres cœurs de métier devront se réinventer. Se réinventer. Dans les ressources humaines, justement, on devra avoir d'autres outils qui nous permettront justement de mieux analyser les profils. En termes de formation, en termes de compétences, pour nos collaborateurs, on devra aller trouver les meilleurs pour justement rester compétitifs. C'est vraiment une dynamique d'ensemble à l'intérieur de laquelle je peux faire ressortir ces deux éléments principaux, donc métier du digital et métier sur les fonctions de contrôle dans la banque. D'accord. Donc, de tout ce qu'on a dit, je retiens que décrocher le métier de rêve, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un processus et ça demande de la volonté, ça demande d'aller vers ce métier de rêve-là, de le décrocher. Donc, on voit qu'il ne nous sera pas donné, il ne sera pas là comme ça à disposition. Donc, selon vous, quelle démarche il faut adopter quand on recherche cet emploi-là, quand on est dans cette optique de conquête limite de son métier de rêve? Il y en a plusieurs. Alors, la plus basique, c'est de candidater. C'est de candidater, donc c'est d'aller sur les sites d'annonces d'offres d'emploi et de candidater. C'est vraiment la plus basique et c'est la principale. On a un job board, en tout cas en l'occurrence, AFG Holding a plusieurs sites de recrutement et job board partenaires avec lesquels elle avance. C'est de candidater aux différentes offres qui sont publiées. La seconde, c'est de s'inscrire dans une démarche de contact. Donc, d'aller vers l'information. Comment est-ce qu'il faut le faire? Je conseille toujours aux gens de s'ouvrir, par exemple, au réseau de professionnels. Il en existe pour tout type de métier et pour tous les corps de métier. Pour les ressources humaines, naturellement, il en existe. Pour le marketing, il en existe. Pour le juridique, pour le digital, j'en ai parlé. Pour les fonctions de contrôle, donc audit, etc., il en existe. Il faut aller justement vers les professionnels. Il faut réseauter pour pouvoir aussi profiter des opportunités naissantes ou des opportunités à venir. Un autre élément, c'est comment est-ce qu'on va peaufiner, j'ai envie de dire, sa marque candidat. Donc la marque candidat, je sais qu'en marketing, il y a tout ce qui est expérience client, en ressources humaines, nous avons la marque employeur. Il y a également, il faut savoir qu'un candidat peut soigner sa marque. Soigner sa marque passe justement par tout ce qui est élément qui pourra refléter son identité, principalement sur les réseaux sociaux. On parlait du réseau social professionnel par excellence, LinkedIn. Il faut pouvoir, sur son profil LinkedIn, soigner sa marque candidat.
Vous voyez que LinkedIn même accompagne, pas pour faire la pub de ce réseau, mais accompagne tous les inscrits à avoir un profil qui est complet. Donc à avoir un profil avec objectif professionnel, photo, à avoir un profil avec expérience, parcours de formation, certification, centre d'intérêt et tout. C'est vraiment de soigner sa marque candidat via ces canaux. Et à tous ces éléments, ce sont vraiment les trois principaux que je puisse citer. À tous ces éléments, il faut rajouter la constance, la rigueur et la discipline. La constance, la rigueur et la discipline. C'est à ces trois notions que vont répondre le succès au bout de la recherche d'une première opportunité ou d'une autre opportunité. Vraiment, j'insiste sur ces trois termes. J'en ai fait moi-même voilà, mes maîtres mots. Et chaque jour, je m'évertue à les garder tous les jours à l'esprit. D'accord. Donc, on retient constance, rigueur et discipline. Donc, nous avons terminé notre discussion. Nous allons prendre vos questions. Il y en a beaucoup. Donc, je vais les lire et puis notre expert va y répondre. Donc, la première question, elle dit « Bonjour, Monsieur Nda. Quels sont les points essentiels, mais vraiment essentiels, qui doivent figurer sur notre CV qu'on oublie la plupart du temps ?» Je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais si vous pouvez juste en trois petits mots. Les points essentiels. Alors, tout à l'heure, on a parlé des références professionnelles. Très important. Très, très important. On a parlé, et voilà, ça peut-être les gens l'oublient, du volet extra-professionnel. Vous savez, aujourd'hui, en ressources humaines, on parle de hard skills, donc les compétences techniques, ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris. On parle de soft skills, de compétences douces, donc compétences en général comportementales, donc terme apparu depuis la tertiarisation de l'emploi, donc fin Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60. Mais aujourd'hui, on voit apparaître les notions de mad skills. Je dis n'importe quoi. Je suis Richard Nda, je suis champion de taekwondo. Ça va? Donc, très rapidement, le recruteur en face va se dire « Ah ben tiens, voilà quelqu'un qui a fait quelque chose justement au-delà de son activité professionnelle, ou qui fait quelque chose au-delà de son activité professionnelle. » Et il va analyser, il est champion de taekwondo, ou sinon il a fait du taekwondo, il est 2e, 3e dan, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui a sûrement le sens de l'écoute, parce qu'au taekwondo, on se fait coacher. Vous voyez, on est sur le tatami, on est en train de combattre, mais il faut garder l'oreille bien attentive au coach qui est assis sur le banc et qui nous oriente et qui nous réoriente. Ça peut aussi, donc, grande écoute par derrière. Ça peut aussi, à l'inverse, faire comprendre aux recruteurs que vous n'avez pas de très grandes aptitudes à travailler en équipe. Si tant est qu'au taekwondo, on combat seul. Comprenez? Donc, il y a vraiment ces notions de mad skills. Là, on a pris l'exemple dans le sport, mais ça pourrait arriver parce qu'on est engagé dans une association caritative, parce qu'on est voilà, dans plusieurs autres éléments. Les mad skills, c'est très important aujourd'hui dans l'analyse du profil d'un candidat. Voilà les principaux éléments. Après, les éléments de langue sont toujours enseignés, les compétences informatiques sont toujours enseignées, le titre aussi. Il faut insister là-dessus, sur le titre du CV. Voilà 3 éléments très importants qu'il ne faut pas oublier pour vraiment agrémenter son profil. D'accord. Une question assez audacieuse. Avez-vous des opportunités sur votre réseau? Sur mon réseau, d'accord. Donc, si tant est que mon réseau aujourd'hui, en tout cas étant assis ici, c'est celui de AFG Holding. Oui, on en a. Beaucoup d'offres sont en cours chez AFG Holding. Vraiment, elles sont en ligne. Elles sont en ligne. Elles ne sont pas cachées et je me réjouis de cela parce qu'on reçoit mais vraiment des milliers de candidatures. Ceci dit, il y a un réel intérêt pour l'entité vis-à-vis de l'extérieur. Donc, elles sont partout en ligne. Vous pouvez les retrouver principalement sur LinkedIn, sur les job boards qui nous accompagnent, donc Job Talent, et voilà, beaucoup d'autres plateformes ici et ailleurs. On a une dimension africaine, on a une dimension continentale. Donc nos offres sont
à retrouver, mais vraiment sur tous les sites carrières des différents pays où nous sommes implantés. Tous les sites carrières, les principaux sites carrières. On est en collaboration avec des cabinets de recrutement, donc qui eux aussi se chargent de relayer. On n'hésite pas à faire des communications presse. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on est partout, mais on est sur le maximum des principaux canaux. Qui cherche trouve. Hein. Donc, si vous voulez intégrer Géodine, il y a des opportunités qui sont partout. On n'avait qu'à chercher un peu. Et surtout qu'on est dans une logique de décrocher son emploi de rêve. C'est ça. Il faut y aller. C'est ça. Vraiment y aller. Donc, la prochaine question, je pense que vous avez déjà répondu. La personne demande, j'aimerais savoir quels sont les éléments captivants dans un CV. Comment bien monter un CV? Je pense que l'expert s'est étalé sur la question. Vous pouvez aussi avoir notre émission en rediffusion. Voilà. Donc la prochaine question, c'est la lettre de motivation a-t-elle encore sa place de nos jours? Très belle question. Très belle question. Alors, oui et non. Oui et non. Oui, parce que pour certains emplois, ça reste des éléments qui vont permettre aux recruteurs de mesurer votre capacité de rédaction, par exemple. Parce que vous avez pris le temps pour la peaufiner, vous êtes vraiment assis, on ne vous a pas donné 1 heure de dissertation ou quoi que ce soit. Vous avez pris le temps pour rédiger quelque chose de captivant, pour rédiger, parce que motivation, c'est vraiment faire ressentir à celui qui se retrouve derrière le courrier notre ambition en fait, notre envie et toute la détermination qu'on a à vouloir rejoindre l'entité d'accueil. Donc, c'est vraiment ça. On va s'assurer de ce que vous avez une bonne capacité de rédaction, que vous n'avez pas peut-être pris un modèle générique, on le connaît, le traditionnel j'ai l'honneur de, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Mesurez votre singularité dans cette rédaction. Non parce que la motivation ne va pas s'exprimer en 3 paragraphes. Naturellement. La motivation d'un candidat, enfin, toute sa motivation ne peut pas s'exprimer en 3 paragraphes. Donc, elle peut avoir sa place, elle peut ne pas avoir sa place, mais il faut savoir que ce ne sera pas principalement ça l'élément bloquant. Pas du tout. Vous savez, aujourd'hui encore, on va demander des lettres de motivation qui sont manuscrites parce que voilà, d'autres veulent faire des études de graphologie, il y a beaucoup de choses par derrière. Je l'ai dit tantôt. Pour chaque position ouverte, c'est plusieurs candidatures qui sont reçues. Naturellement, je ne dis pas que, voilà, je dis pas que les RH n'ont pas envie de travailler, mais croyez-moi, s'ils ont la possibilité de réduire voilà, le temps investi dans voilà, le parcours des candidatures, ils le feront. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils iront demander la lettre de motivation. Elle répond impérativement lorsqu'elle est demandée à un besoin. Sinon, aujourd'hui, il y a des offres d'emploi, on ne demande que le CV. C'est ça. Je pense principalement même, on ne demande que le CV. Général. D'accord. Donc, la prochaine question, c'est est-ce que les années de stage peuvent être considérées comme expérience professionnelle? Oui, naturellement. Naturellement. Si on le sait, en tout cas, dans certaines législations, il y a des stages qui sont dits stages professionnels, donc stages d'expérience professionnelle. Oui, naturellement. Donc, la prochaine question, on y a déjà répondu. Qu'attendez-vous réellement dans un CV et une lettre de motivation? Donc, je passe à la question suivante. Quels sont les types d'entretiens les plus récurrents de nos jours? D'accord. Donc, on peut avoir l'entretien individuel. Dans l'entretien individuel, il peut être séquencé en plusieurs phases. Donc, vous allez de façon graduelle rencontrer plusieurs personnes dans l'entité d'accueil jusqu'à, en bout de chaîne, voilà, peut-être rencontrer le top management. Vous avez par exemple l'entretien de groupe, donc pour certains corps de métier, pour lesquels on veut voir comment est-ce que vous êtes à mesure de vous démarquer dans un environnement challengeant ou concurrentiel. Donc on vous met à 5, à 4, voilà. Et on essaie de voir lequel va se démarquer par ses arguments. Et on a d'autres types d'entretiens qui peuvent être totalement décomplexés. Donc, ils vont sortir d'un cadre formel. Bonjour monsieur, on vous invite tel jour à telle date. Non, c'est vraiment le temps d'un échange. Le temps d'un échange, le recruteur se rend compte d'un profil et voilà. Voilà, et vous avez le job. Donc, au-delà de ce qui peut être
peut être formel, il y a aussi ce type d'entretien. Ça arrive que des gens décrochent des emplois après une conversation ou même ils ne se sont pas rendus compte que par derrière c'était le temps d'une rencontre. Voilà, il y a des entretiens qui peuvent se tenir entre midi et deux, quelque part dans un restaurant autour voilà, d'un buffet. Ça arrive, ça arrive. Donc on a voilà, les deux principaux types d'entretien. Donc l'entretien individuel qui peut être graduel et séquencé. L'entretien et même l'entretien individuel également peut se faire devant un panel, ça aussi il faut le dire. L'entretien de groupe qui lui aussi généralement peut être en one shot si on peut le dire ainsi ou de façon graduelle et séquencée. Et l'entretien mais vraiment totalement décomplexé, conçu, spontané, merci pour le terme, conçu voilà, selon l'idéal du recruteur ou de l'entité d'accueil. Donc il ne faut pas se fermer. Pas du tout. Et être toujours prêt, parce qu'on ne sait jamais, par exemple, sur qui on peut tomber au détour d'une conversation. Il faut rester adaptable. Voilà, toujours. Donc la prochaine question, c'est la lettre de motivation doit-elle toujours être une obligation dans une candidature? Je pense qu'on a toujours... C'est ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc ma question est la suivante, une autre question. Pour un demandeur d'emploi qui voit une offre en génie civil et travaux publics, mais qui a une compétence en eau et environnement, option hydraulique, bon, c'est très technique, hein. Comment peut-il adapter son CV à ce poste en cours? D'accord. Alors l'adaptation aussi doit répondre à une certaine réalité. Hein. Ce sont des compétences. On recherche des compétences. De toutes les façons, je crois, Anne-Déborah, on peut s'asseoir tout de suite, rédiger un CV, parce qu'on a fait des recherches sur Internet, rédiger le CV optimal pour une position, je ne sais pas laquelle, peut-être une position de DG, quelque chose comme ça. On peut le faire, mais la réalité sera tout autre. Hein, lors de l'entretien. Donc, ça ne répond pas uniquement au fait de rédiger le bon CV. Il faut qu'il y ait adéquation entre ce qu'on met sur le CV et les compétences réelles. C'est vraiment ça. La capacité à se reconvertir, peut-être. Oui, justement. Donc, ça passe justement par des éléments de formation. Voilà. La reconversion passe par des éléments de formation. Mais justement... Si vous avez la formation, donc vous avez les compétences. On ne va pas, peut-être c'est un élément à prendre en considération, on ne va pas supposer qu'on a des compétences, il faut les avoir. C'est ça. Il faut les avoir, c'est-à-dire qu'on a mentionné sur le CV, il faut que ce soit des éléments vrais, pour éviter de transpirer quand on va se faire challenger en entretien. Donc, on peut avoir fait du génie civil et puis, voilà, chercher un job en eau et en environnement. Il y a des corrélations, d'ailleurs, dans ces deux éléments, mais il faut pouvoir faire ressortir très clairement quels sont les éléments de corrélation en rapport avec l'offre pour laquelle on candidate. Et ça, seul le candidat peut faire, justement, son bilan de compétences et regarder les exigences du poste. On va très vite passer à la question suivante. Il ne nous reste que 10 minutes avant de terminer, mais je pense qu'on pourra répondre si on fait un peu vite. Donc la prochaine question, je la trouve particulièrement intéressante. Elle parle de références professionnelles. D'accord. Comment on les utilise, sachant que ces références peuvent nuire au candidat? Elles peuvent avoir un avis négatif. Alors, déjà, la logique des références professionnelles répond au fait qu'on va y renseigner les personnes qui sont à même de témoigner de la véracité de nos compétences et de notre probité. Enfin, des éléments qu'on a à notre actif. D'accord. On ne va pas se flageller, si j'ai envie de le dire ainsi. C'est ça. Le recruteur peut pousser la prise de référence, mais il faut savoir que ce sont des éléments qui sont encadrés. On a une très bonne législation sur les données à caractère personnel, donc on ne peut pas tout faire. Ça va. Avant même de s'y engager sur ce terrain-là, on va toujours demander l'accord formel du candidat. Madame, monsieur, vous êtes inscrit ou inscrite dans tel processus de recrutement. Dans notre processus, il nous faut faire des prises de référence. Est-ce que vous êtes d'accord? De façon formelle, on prend votre accord. Et on vous demande à vous vos références professionnelles, la plupart du temps. Et même si on essaie d'aller au-delà, naturellement, ce sont des éléments qui vous seront notifiés.
qui vous seront notifiés. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas en soi une mauvaise pratique. Non, c'est d'ailleurs une très bonne pratique. C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, les entités veulent s'inscrire dans une dynamique long terme avec les candidats. Donc, on prend tous les éléments de sécurité pour pouvoir s'assurer, je l'ai dit, de la probité et de la compétence du candidat. À l'inverse, le candidat a le droit de faire des prises de référence sur l'entité d'accueil. D'accord. Donc, on passe à la prochaine question. Donc, quels conseils donnez-vous à des profils atypiques, des personnes qui ont étudié des domaines différents? Très clair, mais bon. D'accord. Des personnes qui ont étudié des domaines différents, peut-être différents par rapport aux offres pour lesquelles ces personnes-là postulent. D'accord. C'est de mettre en avant le volet formation. Il y a, c'est vrai, des éléments connexes qui peuvent d'un emploi à un autre corrélés, donc les éléments peut-être de communication, voilà, des éléments connexes en tout cas, qui peuvent corréler d'un emploi à un autre, mais par derrière, il faut toujours mettre en avant les éléments de reconversion dont le principal reste la formation. Le principal reste la formation. Aujourd'hui, pour se former, on n'est plus obligé de retourner sur la formation initiale, donc de retourner sur les bancs. Il y a plusieurs plateformes qui nous offrent des certifications pour faciliter justement cette reconversion. Qui viendra, il faut le dire, en termes de compétences additionnelles, hein, sur ce qu'on a déjà en termes de compétences de base. On ne se nie pas totalement. C'est ça. D'accord. Donc, la prochaine question parle de mad skills. Donc, devons-nous avoir une rubrique sur le CV pour énoncer nos mad skills? Alors, les mad skills peuvent être renseignés. Donc, déjà, vous pouvez définir un peu ce que c'est. D'accord. Donc, ce sont les compétences qu'on a obtenues à travers des activités connexes. D'accord. À travers des activités connexes. Donc, j'ai été peut-être responsable de la communication dans mon ONG caritative. Donc, j'ai des compétences en termes de, voilà, d'autres compétences. J'ai été peut-être, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai pris un exemple dans le sport. J'ai été, ou sinon je pratique tel sport. Donc, naturellement, il y a des compétences qui ressortent. Je fais de la boxe. Désolé si je prends les sports de combat, je suis un passionné de sport de combat. Donc voilà, j'ai fait telle ou telle autre activité. Par derrière, il y a forcément des éléments qu'on a tirés. Et des éléments qui peuvent être personnels, qui peuvent être peut-être un élément comportemental, ou qui peuvent être techniques, mais pour lesquels on n'a pas de façon formelle un diplôme ou un certificat, etc. Donc, ça reste des éléments de présomption, mais qui sont très bons à insérer sur le CV. Et comme je l'ai dit, peuvent être insérés dans la rubrique activité ou expérience extra-professionnelle. D'accord. Donc, la prochaine question concerne le nombre de pages d'un CV. D'accord. Combien de pages? Peut-être parce qu'on a... Combien de pages là? La réponse n'est pas aussi standard, non. C'est-à-dire que on vous dira que le principal, c'est d'avoir un CV qui tient sur une page. Parce que c'est plus facile à lire. Parce que c'est vraiment d'un coup d'œil. Voilà. Et on se dit qu'à l'entretien, on va pouvoir aller un peu plus en approfondissement. Mais pour tous les types de profils, on ne peut pas avoir un CV d'une page. Je prends des personnes qui sont, par exemple, sur des projets, sur plusieurs projets. Donc, des gens qui ont évolué sur plusieurs projets auront forcément quelque chose à dire sur un minima 2-3 projets qui sont en corrélation avec l'offre pour laquelle ils candidatent. Vous voyez? Donc, du coup, il peut arriver que le CV dépasse une seule page. Des gens qui ont, j'ai envie de dire, plus de 5 ans d'expérience. Donc là, quand on arrive vraiment sur des profils qui sont seniors, bon, naturellement, un senior, il a quelque chose à dire. Il a du vécu, il a du parcours. Et il y a de la matière. Donc, on ne peut pas exiger à un certain niveau le CV d'une page. Donc, c'est à arbitrer. C'est à arbitrer. Mais le tout est de s'assurer qu'on donne les informations synthétiques. Parce qu'on aura l'opportunité d'aller donner davantage en termes d'informations lors de l'entretien d'embauche. D'accord. Donc, on n'a pas parlé, mais les candidatures spontanées. Conseillez-vous les candidatures spontanées? Vivement.
vivement. Je les conseille vivement. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de talent, donc dans une recherche permanente de profils. Donc, je conseille vivement à tous et à toutes de procéder à des candidatures spontanées. Candidature spontanée, c'est vrai, mais candidature organisée tout de même. Donc, il faut pouvoir, dans l'objet du mail, peut-être renseigner candidature spontanée, mettre le profil, donc manager des ressources humaines, Richard Nda, par exemple. À l'intérieur du mail, mettre un corps de mail, donc ne pas juste envoyer en pièce jointe son CV, mettre un corps, voilà, donner sa motivation et puis voilà, transmettre l'offre spontanée. L'offre spontanée, il faut le dire, est toujours reçue, est toujours, en tout cas chez AFG Holding, en termes de pratique. Elle est rangée dans ce qui s'appelle un talent pool. Donc voilà, un vivier de talent qui est constitué. Et lorsqu'il y a des positions qui sont ouvertes, qui répondent à ces besoins-là, il y a des mails de push, donc d'invitation à candidature formelle qui sont envoyés justement à celles et ceux qui ont candidaté de façon spontanée. Donc on est preneur, on attend vraiment les candidatures spontanées et c'est le cas pour les autres entreprises. Eh bien, on a appris beaucoup, j'espère que vous aussi. Nous sommes en train de tendre allègrement vers la fin de cette discussion. Donc, pour toutes vos autres questions, vous avez la possibilité de nous les poser inbox directement sur nos pages LinkedIn et Facebook, que je rappelle AFG Holding, qui ont pour nom AFG Holding. Donc, Monsieur Nda, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Décrocher l'emploi de ses rêves, finalement, c'est possible? Comment? D'accord. Décrocher l'emploi de ses rêves, Anne-Déborah, c'est largement possible. Si tant est que le rêve lui-même a été identifié, si tant il est réaliste et que nous avons justement mis à notre actif tous les éléments qui pourraient nous permettre d'évoluer vers ce métier de rêve. Il est possible parce qu'il va répondre à la dynamique donc, de discipline, de constance et de rigueur, donc évoqué tantôt. Il est possible parce qu'on l'a conçu soi-même, donc on sait que c'est ce métier-là qui est bien pour nous. Et il est possible parce qu'on va s'y adonner de façon, voilà, comme on le dit, hein, avec les deux bras et les deux pieds vers ce corps de métier. Et peut-être, pour revenir à la question du début, il est possible dans tout type d'environnement, parce qu'on le conçoit soi-même. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Nda. C'est moi qui te remercie. Pour tous ces détails. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser inbox. Nous allons, avec plaisir, vous répondre. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous.